à Pierre Persson. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je suis très honoré aujourd'hui d'inaugurer la V1 du printemps de l'évaluation, de vous présenter aujourd'hui le bilan et les perspectives de l'exécution budgétaire des programmes 131 et 224 de la mission Culture. S'agissant par ailleurs de la première mission analysée dans le cadre de ce cycle inédit d'évaluation des politiques publiques, je tenais à témoigner de l'intérêt de cette démarche, de la richesse des échanges menés, des auditions et des déplacements sur le terrain nous permettront assurément de nourrir nos réflexions pour le prochain projet de loi de finances. Aller sur le terrain, auditer, évaluer, réajuster font plus que jamais partie intégrante de notre mission de député. Concernant les deux programmes pour lesquels j'ai été désigné rapporteur spécial, je vous présenterai dans un premier temps un bilan global de l'évaluation budgétaire avant de m'attarder sur quelques défis qui devront, mes chers collègues, Madame la Ministre, guider nos actions durant ce quinquennat. Tout d'abord, abordons les crédits du programme 131 relatifs à la création. Sur une prévision de crédit dans la loi de finances initiale à hauteur de 778 millions d'euros, il est à noter qu'en 2017, ce programme a été légèrement surexécuté, portant les crédits consommés à 784,2 millions d'euros, ce qui représente une surconsommation de 0,8%. Divers facteurs peuvent expliquer cette croissance dans l'exécution des crédits, en commençant par les dépenses d'investissement qui tendent à croître, plus 12,27 millions d'euros par rapport à 2016, du fait de la reprise de grands projets tels que le déménagement du Centre national des arts plastiques à Pantin, ainsi que la reconversion des ateliers Berthier. Concernant les opérateurs, bien qu'ayant bénéficié d'une hausse de 2,5% de leurs subventions, qui s'élève aujourd'hui à 291,93 millions d'euros, il apparaît que certains opérateurs ont consommé leurs crédits de manière excessive sur l'année 2017. Pour certains, une explication rationnelle est observable, comme pour le Centre national des variétés qui s'est vu octroyer une subvention exceptionnelle de 7,5 millions d'euros afin d'abonder le fonds d'urgence pour le spectacle vivant. En outre, les opérateurs exercent leurs activités avec peu de flexibilité infra-annuelle, leur budget étant en effet contraint par des charges fixes, notamment afin de financer les dépenses de personnel. Cependant, je souhaite ici attirer votre attention, Madame la Ministre, sur le fait que 6 des 15 opérateurs de ce programme 131 ne sont à ce jour pas engagés dans une démarche de performance, alors que, comme évoqué, les subventions pour charges de service public ont été accrues. Une politique culturelle efficace sur le territoire ne se fera pas sans suivi et contrôle des performances de nos opérateurs sur la base d'indicateurs permettant le dialogue avec les responsables de budget d'opération, de programme, ainsi que les DRAC. Je souhaite également souligner, au titre du soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant, une bonne exécution des crédits consommés par l'administration déconcentrée, notamment les DRAC. 8,4 millions d'euros de mesures nouvelles leur avaient été ainsi alloués afin de soutenir les initiatives en faveur des publics jeunes, éloignés et les scènes de musique actuelles. A l'inverse, les crédits de l'action 2 relative au soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques ont été légèrement surexécutés à hauteur de 1,67 million d'euros par les administrations déconcentrées sur l'année 2017. Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, les crédits du programme 224 relatifs à la transmission des savoirs et à la démocratisation de la culture. L'exécution des crédits de ce programme peut être jugée satisfaisante, avec des crédits en hausse de 4,4% par rapport à 2016. La consommation s'est élevée à 1,18 milliard d'euros, soit un taux d'exécution de 95% par rapport aux crédits consommés en loi de finances initiale. Cette bonne exécution s'explique par une meilleure gestion infra-annuelle du budget. À titre d'exemple, des rendez-vous avec les responsables annuels de budget opérationnel de programme et les responsables unités opérationnelles ont été mis en place. De même, une demande de projection a été faite afin d'ajuster la consommation des crédits en fin d'année. Cette hausse de crédit s'explique par le nécessaire renouvellement d'équipements vétustes, de l'entretien des infrastructures, ainsi que l'augmentation des dépenses de personnel supérieures à celles des exercices précédents. La croissance de la masse salariale nous appelle par ailleurs à une vigilance pour 2018. Pour autant, les crédits consommés au titre de l'action 1 de ce programme, soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle, sont en sous-exécution. Cette baisse relève d'un ajustement à hauteur de 25% des dotations au CNUS, en charge des gestions des bourses, dont le fonds de réserve constitué en 2016 était trop important. Au même titre, une sous-exécution du fonds PEPS, dont moins de 20% des crédits prévus en LFI est assurée. Si ces aides ne se sont avérées efficaces pour certaines grandes entreprises du spectacle vivant, comme l'embauche de 15 CDI au Festival d'Avignon, elles se sont à l'inverse révélées peu adaptées à certains secteurs tels que l'audiovisuel. Il serait souhaitable que ces aides sectorielles soient mieux articulées avec les aides classiques de soutien à l'emploi. Madame la Ministre, mes chers collègues, plus globalement maintenant, l'application du budget que je viens d'évoquer résulte du projet de loi de finances établi et voté par la précédente majorité. La politique culturelle menée depuis 2015 a permis plusieurs avancées que nous devons noter, telles que je l'évoquais, une hausse tendancielle des crédits, dont un triplement entre 2016 et 2017 pour les programmes 131 et 224,
ou plus concrètement sur le terrain, un renouvellement des artistes à hauteur de 4%. Cependant, plusieurs fragilités ou manquements transparaissent. Le budget est trop centré sur la région Île-de-France. Or, nos territoires ont cruellement besoin de ces crédits pour continuer à développer une offre culturelle innovante et diversifiée, comme j'ai encore pu le constater lors d'un déplacement il y a 2 semaines à côté de Limoges, au sein de la MJC de la Souterraine. En outre, malgré une volonté de renforcer l'accès aux lieux culturels, celui-ci a diminué de 4% dans le secteur du spectacle vivant, symptôme révélateur d'une offre artistique encore peu accessible ou peu. Cette liste est non exhaustive, mais souligne explicitement le grand défi que nous devons relever, celui d'une démocratisation réelle de la culture et la sanctuarisation d'un égal accès pour tous. C'est cette ambition que le président de la République a portée durant la campagne présidentielle. Faciliter l'accès à la culture constitue bien aujourd'hui une des priorités de son quinquennat, comme vous pouvez le porter par ailleurs chaque jour, Madame la Ministre. Car lutter contre toutes les formes d'assignation à résidence, c'est aussi lutter contre l'assignation culturelle. Car permettre plus de mobilité et lutter contre les fractures territoriales, c'est permettre à tous et dans tous les territoires un égal accès à la culture. Pour que cette promesse se réalise, nous devons relever 3 défis. Il s'agira tout d'abord de concentrer en tout point du territoire un égal accès à la culture permettant de fait de renforcer la fréquentation des lieux culturels. Plusieurs dispositifs actuellement lancés par le ministère de la Culture y contribueront. Le pass culture y figure, suscite aujourd'hui beaucoup d'attentes. Il peut en effet se représenter un formidable levier de réduction des inégalités territoriales. Chaque jeune de 18 à 25 ans pourra profiter d'un large choix d'offres, bien au-delà des produits commerciaux actuellement largement partagés. Accès à l'opéra ou découverte d'un petit groupe local, visite d'une galerie d'art ou cours de musique au sein du MJC. Toutes ces offres seront géolocalisées, facilitant la mise en contact pour une meilleure identification de l'offre culturelle sur le territoire. Au-delà de ces mesures qui rapprocheront la culture des citoyens, je souhaitais aussi rappeler la nécessité de se doter et maintenir le fonds de sécurité pour les lieux de spectacle, surtout en période de risque terroriste. Des moyens à la hauteur des contraintes auxquelles aujourd'hui nos opérateurs sont astreints. Sa suppression en 2018 inquiète de nombreux opérateurs. Si nous souhaitons qu'un public important continue à affluer dans ces salles et édifices, les acteurs culturels doivent pouvoir s'organiser en conséquence, sans reporter sur le prix des places et entrées les coûts liés. Deuxième défi, celui de favoriser la diversité de création culturelle. Le pass culture que j'évoquais précédemment y contribuera indirectement, car à l'image de la célèbre citation de Paul Klee, ce pass n'aura pas vocation à reproduire des offres déjà existantes, visibles, mais à rendre visible la pluralité et la richesse de l'offre culturelle sur le territoire. Plus prosaïquement, ce pass permettra de mieux mettre en avant les petits acteurs culturels qui sont aujourd'hui soutenus via l'accroissement de leur sollicitation par nos concitoyens, comme y invite l'objectif 1 du programme 131. Par ailleurs, une coordination des politiques d'aide à l'emploi avec la Directe et la DRAC y contribuerait également. Mais ce meilleur équilibre territorial et ce soutien à la diversification culturelle ne pourront se faire sans une pleine implication et un soutien entier de l'État. Notre troisième défi, actuellement, un triple besoin se fait jour. Aujourd'hui, l'État a besoin d'améliorer sa connaissance vis-à-vis de la consommation culturelle. En effet, à cet effet, pardonnez-moi, nous ne pouvons nous féliciter de l'amélioration de l'outil cartographique qui permettra de mieux connaître les pratiques artistiques sur le territoire national. Mentionnons toutefois que les données récoltées, notamment via le Pass Culture, devront pouvoir être partagées avec l'ensemble des acteurs, privés, institutionnels ou collectivités. L'État a également besoin d'objectiver et d'affiner la politique culturelle en fonction des spécificités territoriales et habitudes sociétales, afin de mieux répartir les budgets entre opérateurs. Cet engagement devra être concrétisé dans le cadre du prochain projet de loi de finances 2019. Il s'agira notamment de renforcer le soutien aux DRAC, d'encourager les initiatives locales. Il s'agira aussi d'encourager l'implication aujourd'hui disparate des collectivités territoriales dans les politiques culturelles, avec une harmonisation au niveau régional et départemental de l'offre proposée. Mais cette harmonisation ne pourra se faire sans la réponse à ce troisième besoin, celui de clarifier aujourd'hui les politiques culturelles actuellement mises en place afin d'organiser leur convergence. La délégation de l'État aux collectivités locales de plusieurs compétences en matière de politique culturelle a pu avoir des effets bénéfiques. Cependant, ceci a aussi occasionné un flou quant aux grandes orientations et au fléchage des budgets entre politique culturelle nationale, orientation régionale ou priorités municipales non coordonnées. Les acteurs culturels nous ont aussi largement rappelé lors de l'audition les difficultés à obtenir une réelle lisibilité entre toutes ces politiques, les empêchant de se projeter sereinement et limitant de fait la création. Ce besoin de convergence apparaît aussi au niveau européen. L'État se doit de faciliter l'accès à ces financements pour les acteurs locaux, ces fonds constituant une ressource non négligeable. Aujourd'hui, il est essentiel que l'État se réengage pleinement dans cette mission et joue le rôle de coordinateur entre les différentes collectivités afin de mettre en musique cette convergence des politiques et financements pour que renaisse une véritable ambition culturelle nationale et européenne.
Voici, Madame la Ministre, mes chers collègues, le tableau, si vous me permettez, de cette familiarité que nous pouvions brosser concernant l'application des crédits exécutés en 2017 pour les programmes 131 et 224 de la mission Culture, ainsi que les grands défis qui nous attendent pour ce quinquennat. Madame la Ministre, les questions auxquelles auraient pu être nombreuses, soulignant l'intérêt que revêt cette mission et la motivation des acteurs sur le terrain que nous avons rencontrés et auditionnés. Je me concentrerai toutefois sur 4 aspects. Certains acteurs du milieu de la culture émettent aujourd'hui des craintes quant au dispositif du Pass Culture. Ils redoutent notamment que les bénéficiaires de ce pass soient ceux qui auraient spontanément consommé des biens culturels, mais aussi... Le rapporteur, il va falloir conclure. Oui, je dépêche, mais aussi qu'ils se cantonnent à leur intérêt habituel. Pourriez-vous éclairer la représentation nationale sur le dispositif mis en œuvre afin de lutter contre ces biais? Deuxième point concernant la loi de finances initiale, 55 millions d'euros ont été prévus pour le fonds PEPS. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments explicitant simplement la sous-exécution de ces fonds? Troisième question, la minoration du taux de mise en réserve passant de 8 à 3% a vocation à donner davantage de visibilité. Toutefois, aujourd'hui, les professionnels sont inquiets vis-à-vis de la diminution du dégel qui leur permettrait jusqu'alors de pallier une certaine rigidité de leur budget. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les bénéfices de cette baisse du taux de mise en réserve? Et dernière question, sur la semaine des 4 jours, le ministre de l'Éducation nationale rappelait l'importance d'utiliser le temps périscolaire avec intelligence et efficacité. Pourriez-vous nous préciser le cadre dispositif Plan Mercredi sur lesquels les ministères de la Culture, de l'Éducation nationale et des Sports ont entamé une réflexion commune? Je vous en remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je vais immédiatement passer la V2, d'ailleurs, parce que j'ai fait un oubli. C'est un oubli qui est tout à fait désastreux. J'ai oublié de passer la parole au rapporteur général. Donc, si le rapporteur spécial est d'accord, au rapport général. Oui, je sais, c'est déjà arrivé, je sais. Donc je vais peut-être passer la parole au rapporteur général qui va venir, j'imagine, en soutien de ce qu'a dit M. Persson, avant que la ministre ne puisse répondre. Je voudrais vous indiquer que je n'avais pas vu Béatrice Piron, qui est ici et qui est rapporteur général, masqué par qui est rapporteur pour avis, masqué par le rapporteur général. Bien, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Président. Il vous sera pardonné pour les 2 phrases que vous venez de prononcer. Moi, je voulais simplement remercier le rapporteur spécial d'avoir choisi ce thème de l'offre culturelle en milieu rural comme thème d'illustration, parce que je crois qu'il illustre bien la forte disparité des politiques publiques qui existent entre la région parisienne et les départements ruraux, alors même que l'enseigne culturelle et l'accès à la culture sont stratégiques et indispensables. Et je crois qu'on désenclave plus par la culture certains territoires ruraux, mais je pense que la ministre en est tout à fait d'accord. Je pense que c'est un thème qu'elle développe souvent, que quelquefois par des autoroutes. Mais Madame la ministre, à ce titre, j'aimerais savoir quels sont les indicateurs qui existent dans votre ministère pour évaluer l'efficacité de votre politique sur l'offre culturelle en milieu rural. Et je voudrais savoir quelle est l'articulation entre la politique qui est menée par les collectivités territoriales, notamment en matière de financement et de l'offre culturelle, et celle qui est menée par votre ministère. Voilà, en moins d'1 minute, Monsieur le Président. Merci, je ne regrette pas de vous avoir passé la parole. Madame la ministre. Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le rapporteur Pierre Persson, Mesdames et Messieurs les députés. Bien oui, je suis très heureuse d'être la première à me présenter devant vous dans le cadre de ce printemps de l'évaluation, quel joli nom, un exercice inédit et que je trouve effectivement salutaire et que je salue. Parce que cette initiative renforce encore notre démocratie en renforçant le rôle de contrôle du Parlement et parce qu'elle nous permet d'avoir un échange approfondi sur le sens et sur l'impact des dépenses engagées pour nos concitoyens. Alors, s'agissant des crédits, création et transmission, je voudrais insister sur 3 éléments. Premièrement, le fort degré de mobilisation du ministère sur ces programmes en 2017. Deuxièmement, le rééquilibrage de nos efforts en direction des territoires. Et troisièmement, l'attention forte portée sur la jeunesse. Donc, une activité intense pour commencer. En 2017, 99,9% des crédits disponibles pour la mission culture ont été dépensés, soit 2,8 milliards d'euros en crédits de paiement, sans compter les taxes affectées et les dépenses fiscales. C'est un taux de consommation record. Le programme création, 100% des crédits disponibles ont été dépensés, soit 784, comme vous l'avez dit, millions d'euros, pour le soutien d'une création artistique forte, diverse, qui se renouvelle et qui rayonne dans le monde entier. Pour le programme transmission des savoirs et démocratisation de la culture, 1,2 milliard d'euros ont été dépensés, soit 99,2% des crédits disponibles.
En responsabilité, par ailleurs, le ministère de la Culture a contribué à l'effort collectif de réduction des déficits publics en 2017 à hauteur de 114 millions d'euros. Vous m'avez interrogé plus spécifiquement sur la sous-exécution du fonds PEPS, monsieur le rapporteur. Sur les 10 millions d'euros versés au titre du fonds PEPS à l'Agence de services des paiements, 3 millions ont bénéficié directement au dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur du spectacle en 2017. La sous-exécution s'explique simplement par la nouveauté du dispositif qui a été installé depuis 2017 et dont les mesures sont entrées en vigueur progressivement tout au long de l'année. Je rappelle notamment que la mesure concernant l'aide à la garde d'enfants des intermittents a été mise en place en avril 2018. Et je vous annonce que la dernière aide, très attendue par les professionnels, relative au soutien à l'emploi dans les petites salles, sera mise en place avant le Festival d'Avignon. Le décret est en cours de fixation. Il faut du temps aux professionnels pour s'approprier le fonds PEPS. Nous avons donc renforcé la communication et nous encourageons sa mobilisation dans nos échanges avec le secteur. Et nous observons qu'aujourd'hui, le dispositif monte en puissance comme prévu. Il s'agit de l'inscrire dans la durée et d'améliorer les mesures qui nous paraissent peu efficientes. Pour revenir au taux de consommation des crédits, création et transmission sur 2017, il dit deux choses en fait. Il dit le niveau d'engagement des équipes qui se sont mobilisées pour traduire chaque euro disponible en service public, en soutien, en accompagnement, en projet. Ces chiffres traduisent aussi les besoins des acteurs culturels sur le terrain et la nécessité de chacun des soutiens apportés par le ministère. Vous parliez des dégels. Un dégel des crédits de la réserve de précaution a été réalisé en cours d'exercice pour permettre au ministère de remplir ses engagements jusqu'au bout, maintenir l'activité artistique dans les établissements que nous soutenons et maintenir les emplois qui y sont liés. La quasi-totalité de la réserve du programme création et une partie du programme transmission ont ainsi été dégelées, ce qui représentait 69 millions d'euros. Vous m'avez interrogé, monsieur le rapporteur, sur l'impact de la minoration du taux de mise en réserve de 8 à 3% en 2018. Je souscris pleinement à cette réforme qui renforce la responsabilité des acteurs et la sincérité des dépenses. Pour autant, elle ne rend pas le dégel des crédits moins nécessaire pour les acteurs culturels cette année, car il est très difficile à absorber pour des compagnies ou des lieux de spectacle qui ont prévu la saison plus de 18 mois à l'avance. Et le gel impacte le plus souvent l'emploi artistique. J'ai donc demandé le dégel des crédits création mis en réserve afin de maintenir l'activité artistique et culturelle, ce qui représente 17 millions d'euros et d'une partie du programme transmission à hauteur de 7 millions d'euros, ce qui fait 24 millions d'euros. L'exercice 2017 et l'excellent niveau de consommation des crédits démontrent toute l'importance, s'il le fallait, des soutiens du ministère. Deuxième élément que je souhaite souligner, le rééquilibrage budgétaire vers les territoires. Vous avez choisi, monsieur le rapporteur, d'aborder cet exercice par le prisme d'un exemple très concret, et je m'en réjouis, le Limousin. Je vous en remercie, car il me donne l'occasion de présenter les mesures que j'ai choisi de prendre en direction des territoires, et notamment des territoires ruraux. Dans les 3 départements correspondant à l'ancienne région du Limousin, les dépenses du ministère se sont élevées à 17,5 millions d'euros en 2017, dont 6,4 millions pour la création et 4,8 pour l'accès à la culture. Je connais le Limousin, je suis allée à la rencontre de ces acteurs culturels et des équipes du ministère dans la région. C'est d'ailleurs un voyage dont je me souviens parfaitement parce que c'était un voyage extraordinaire. C'est un territoire emblématique des défis auxquels nous sommes confrontés à l'échelle nationale. Il y a une offre culturelle riche, un tissu d'acteurs qui font preuve d'une mobilisation exemplaire. Alors j'ai visité l'Académie de l'Union, l'école supérieure de théâtre du Limousin, la seule école supérieure de théâtre implantée en milieu rural. J'ai visité la ferme de Villefavard, en Limousin, qui est un centre de rencontres artistiques qui propose des résidences, des spectacles, des projets éducatifs. J'ai pu voir aussi le Fonds régional d'art contemporain et les initiatives pour la francophonie, pour laquelle le Limousin est très actif, puisqu'il y a la bibliothèque francophone multimédia de Limoges et le Festival des francophonies en Limousin, où je me suis également rendue. Malgré le dynamisme et la diversité des acteurs, le Limousin reste marqué par de fortes inégalités en matière culturelle, des inégalités au sein même de la région. Les habitants qui habitent les zones les plus rurales doivent faire des kilomètres pour accéder à l'offre culturelle. D'autre part, il y a de fortes inégalités par rapport à d'autres territoires en France. Si je regarde
ailleurs, tout simplement en Nouvelle-Aquitaine. Il y a plus de lieux d'exposition publique, Musée de France, Centre d'art contemporain, FRAC, dans le seul département de la Charente-Maritime que dans les 3 départements du Limousin réunis, alors qu'il y a moins d'habitants. De telles inégalités restent fortes en France, malgré les efforts déployés par les acteurs. On n'a pas les mêmes chances culturelles selon que l'on vit à Paris ou en province, en ville ou à la campagne, dans une métropole ou dans un quartier. Aujourd'hui, par exemple, on a sorti les chiffres, le ministère de la Culture dépense près de 7 fois plus pour un francilien que pour un habitant du Limousin, 139 € par an pour l'un, contre 20 € en moyenne pour le second. C'est le fruit de notre histoire, d'un héritage urbain, et évidemment beaucoup d'opérateurs nationaux aussi en Île-de-France, mais pour autant, c'est une rupture d'égalité profonde. Donc j'ai décidé de m'y attaquer, faire plus partout où le ministère de la Culture a historiquement donné moins, les territoires ruraux, les villes intermédiaires, les zones périurbaines, l'outre-mer, les quartiers prioritaires. En 2017, nos actions se sont inscrites dans le cadre de la loi finances votée sous la précédente mandature. Nous avions donc peu de marge de manœuvre. J'ai néanmoins souhaité commencer à dessiner ce rééquilibrage. Dans le Limousin, cela s'est traduit de façon très concrète par des augmentations significatives de dotations, en particulier pour les labels structurants, plus 30 000 € pour le Centre dramatique national de Limoges, 50 000 € pour l'Opéra de Limoges, 15 000 € pour le Fonds régional d'art contemporain. Et sur l'exercice 2018, nous sommes en train de marquer clairement cette réorientation. Nous avons augmenté les crédits déconcentrés de 6% dans le budget 2018, ce qui porte les moyens des DRAC à 860 millions d'euros. Je tiens d'ailleurs à dire que l'importance des DRAC a été soulignée dans un rapport qui est remis récemment, un rapport conjoint de l'IGF, de l'IGAC et de l'IGA. Donc, porte les moyens des DRAC à 860 millions d'euros en autorisation d'engagement. Deuxième mesure en direction des territoires, le plan culture près de chez vous, présenté il y a quelques semaines, et qui dégage dès cette année 6,5 millions d'euros dès 2018 pour lutter contre ces zones blanches du service public culturel. Troisième mesure qui marque cet effort pour les territoires, le plan pour renforcer les horaires et les services des bibliothèques qui forment le premier réseau culturel de proximité. Et pour cela, l'État augmente son soutien de 10% en 2018, soit 8 millions d'euros pour porter l'aide aux bibliothèques à 88 millions d'euros. Et nous voulons soutenir le renforcement des horaires et des services de 200 bibliothèques dès cette année. 2 établissements donc, du Limousin sont concernés, la bibliothèque de Meuzac, qui devrait être accompagnée pour ouvrir en soirée, et la bibliothèque d'Oradour-sur-Glane, qui devrait être accompagnée pour ouvrir certains soirs et entre midi et 2, soit à des moments où les gens peuvent y aller. Troisième axe structurant que je souhaite mentionner, la politique pour la jeunesse, pour rebondir sur vos interrogations. La ségrégation culturelle doit se combattre à la racine. J'ai décidé de renforcer de 35 millions les moyens consacrés par le ministère à l'éducation artistique et culturelle, ce qui lui porte le budget total à 114 millions d'euros en 2018, pour servir 2 politiques prioritaires, généralisation de la pratique artistique des enfants et le pass culture, comme vous l'évoquiez, pour ceux qui atteignent 18 ans. S'agissant de la pratique artistique des enfants, l'objectif est de généraliser en renforçant le soutien à la fois aux initiatives à l'école et en dehors de l'école, le fameux plan mercredi. Un exemple très concret dans le Limousin, nous allons apporter un soutien supplémentaire de 10 000 € à l'École nationale supérieure d'art de Limoges pour une série d'initiatives prévues à partir de septembre, cours périscolaires, ateliers de pratique amateur, actions éducatives à destination d'enfants et adolescents. Pour le plan mercredi, nous sommes en train d'y travailler. Tous les plans que nous sommes en train de développer pour l'éducation culturelle ont vocation à nourrir ces activités du mercredi, que ce soit le plan pour la généralisation des chorales, auquel nous consacrons 3 millions d'euros cette année, et le plan pour le développement de la pratique orchestrale des jeunes que j'ai amorcé la semaine dernière, en doublant les subventions de 2 structures tête de pont, qui sont Demos et Orchestre à l'école, et sans oublier tous les autres dispositifs de musique, comme les concerts de poche, etc. En dehors de la pratique artistique, le plan pour l'éducation et l'information et aux médias, qui peut faire partie des activités du mercredi, et qui s'avère, je pense, de plus en plus nécessaire, et le plan pour les bibliothèques, qui comprend un volet sur l'accueil des scolaires. Chaque enfant doit bénéficier d'actions d'ouverture à la culture et d'enseignement artistique tout au long de leur scolarité, et nous construisons donc le Pass Culture comme un point d'aboutissement de cette formation, un outil d'autonomie Madame la ministre, et d'émancipation qui accompagne l'entrée dans l'âge adulte.
À propos de ce pass, vous avez posé plusieurs questions. C'est la politique d'éducation culturelle que je viens d'évoquer, de la petite enfance jusqu'aux 18 ans, qui doit permettre à tous les jeunes de développer le goût à la culture jusqu'au jour où ils reçoivent ce pass précisément, que j'ai donc choisi de développer comme une application pour smartphone qui sera doublée d'un site internet. J'en ai presque terminé. J'ai choisi de dessiner, mais c'est important, le pass avec eux. Nous interrogeons des jeunes de 18 ans sur leurs attentes et leurs besoins depuis l'automne dernier et nous testons l'application auprès d'eux. En ce moment même, nous l'expérimentons auprès de 10 000 jeunes à partir de la rentrée scolaire pour l'améliorer. Cette expérimentation est vraiment nécessaire. On connaît toutes les difficultés qu'un projet d'une telle ampleur peut rencontrer s'il n'est pas suffisamment testé avant la généralisation. C'est 5 millions d'euros qui sont prévus dans le budget 2018 pour financer ces différentes étapes. Donc, je passe pour aller un peu plus vite. Cette politique de passe culture et de pratique artistique sont des pensées et conduites comme des politiques, littéralement, d'égalité de chance et d'émancipation par la culture. Voici les grandes lignes de l'exercice 2017 et ce début d'exercice 2018 en ce qui concerne l'exécution des crédits, création et transmission. 12 premiers mois marqués par une double ambition. Combattre la ségrégation culturelle sur l'ensemble du territoire en accordant une attention particulière aux générations qui feront l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole maintenant, si vous le voulez bien.